outro fator é entender Toda experiência é esta step. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Paulina Desmével, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef et porte-parole à Reporters sans frontières. Vous publiez comme chaque année votre classement mondial de la liberté de la presse. Quels sont les grands enseignements de ce classement ? Dans ce contexte où on l'a vu, la crise du Covid a été instrumentalisée et est toujours instrumentalisée par les régimes autoritaires qui bafouent davantage l'état de droit, restreignent l'accès à l'information et compliquent très fortement la liberté d'expression pour les journalistes. Qui sont les bons et les mauvais élèves ? Le classement mondial de la liberté de la presse, qui évalue tous les ans la situation de la liberté de la presse dans 180 pays et territoires, montre en effet que l'exercice du journalisme a été restreint ou gravement entravé dans les 3/4 des 180 États évalués par RSF. Il s'agit en fait des pays classés en rouge ou en noir sur la carte mondiale de la liberté de la presse, c'est-à-dire ceux dans lesquels le journalisme est dans une situation difficile ou très grave, et ceux classés dans la zone orange, c'est-à-dire là où l'exercice de la profession est considéré comme problématique. Ce blocage du journalisme, il se manifeste cette année de différentes manières, mais principalement par des restrictions d'accès et des entraves à la couverture de l'actualité. Depuis le début de la pandémie, et partout, les journalistes sont confrontés à une fermeture des accès au terrain comme aux sources d'information, du fait ou au prétexte de la crise sanitaire qui a été largement utilisée par les régimes autoritaires. Il y a un autre phénomène que cette crise met en lumière, c'est l'expansion de la désinformation, sa viralité par-delà les frontières sur les plateformes numériques et sur les réseaux sociaux. Or, le meilleur vaccin pour lutter contre la désinformation, c'est le journalisme de qualité, le journalisme rigoureux et surtout la pluralité de l'information. Et malheureusement, sa production et sa distribution ont été bloquées par des facteurs divers, politiques, économiques, technologiques et même parfois culturels ces derniers mois. Alors, qui sont les bons et les mauvais élèves ? Une illustration, par exemple, face à la Covid-19, les présidents Bolsonaro au Brésil et Maduro au Venezuela, des pays qui sont mal classés par RSF, 111 pour le Brésil, il a perdu 4 places, ou 148 pour le Venezuela qui perd une place. Ces deux pays ont fait la promotion de médicaments dont l'efficacité n'a jamais été prouvée par le monde médical. Heureusement, des enquêtes dans ces deux pays ou des articles fouillés, publiés par les derniers journaux indépendants vénézuéliens, ont établi la vérité des faits. Ailleurs, en Iran, les autorités ont renforcé leur contrôle sur l'information et multiplié les condamnations de journalistes pour mieux minimiser le nombre de décès liés à la Covid-19. On se souvient que l'Iran, comme la Chine, s'est illustré dès le début de la pandémie dans l'entrave à l'information avec des convocations et des arrestations de journalistes. On voit ce même type de phénomène en Égypte, un autre pays mal classé, il est 166e, où le pouvoir du président Al-Sisi interdit tout simplement la publication de chiffres sur la pandémie, autres que ceux du ministère de la Santé. Au Zimbabwe, l'Afrique est très touchée également. Le journaliste d'investigation Omuel Chinono a été jeté en prison peu de temps après avoir révélé un scandale de détournement d'argent public dans l'acquisition de matériel destiné à lutter contre l'épidémie. Alors, il y a des bons élèves. Qui sont-ils ? La Norvège, pour la 5e année consécutive, est classée au premier rang, même si les médias ont mis là aussi en exergue un manque d'informations aux informations publiques sur la pandémie. La Finlande, elle conserve sa 2e place. Et la Suède est 3e cette année. Elle retrouve cette 3e place qu'elle avait perdue l'an dernier au profit du Danemark, qui est désormais 4e. Mais on voit clairement une forme de domination nordique dans ce classement année Covid. Un bémol cependant, à Reporters sans frontières, nous notons que jamais la zone blanche de la carte de la liberté de la presse, c'est-à-dire celle qui indique une situation d'exercice du journalisme, sinon optimale, du moins très satisfaisante, n'a été aussi réduite depuis 2013. Seuls 12 pays sur 180, c'est très peu, 7% contre 8% l'an dernier, peuvent encore se targuer aujourd'hui d'offrir un environnement favorable à l'information. On le voit en Allemagne, qui est aujourd'hui classé 13e, il a perdu 2 places. Des dizaines de journalistes ont été agressés par des manifestants proches des mouvances extrémistes et complotistes lors de rassemblements anti-restrictions sanitaires. Donc l'Allemagne ne fait plus partie en 2021 de ce précaré des pays en blanc sur la carte.
Et précisément, vous avez parlé, de la désinformation, à l'ère de la désinformation, du poids du complotisme, quel impact cela a eu sur le travail des journalistes? Alors, on le voit partout, mais on le voit aussi sur le continent européen. La désinformation et les secrets d'État sont une vraie entrave pour les journalistes. En fait, les pays européens ont eu recours aux interpellations et aux détentions de journalistes qui ont été facilitées par l'adoption de nouvelles législations qui ont limité le droit à l'information. Plusieurs pays, en effet, ont cherché à limiter l'impact d'informations traitant de ce sujet sensible comme cette crise du coronavirus. On a vu dès le début de la crise, dès le début de la pandémie, en Serbie, qui est 93e, qui n'est pas un pays classé dans la bonne zone, une journaliste interpellée chez elle après avoir réalisé un reportage sur un hôpital luttant contre la pandémie de Covid-19. On lui avait reproché de ne pas avoir tenu compte d'un décret obligeant la centralisation de la diffusion de toutes les informations sur la crise sanitaire par une cellule gouvernementale qui avait été mise en place à cet effet. Même chose au Kosovo, un pays classé 78e, en recul de 8 places, donc très mauvais. Une rédactrice en chef d'un site internet a été arbitrairement interpellée dans la rue alors qu'elle couvrait les effets de la crise sanitaire. Et bien sûr, on en a beaucoup parlé, la Hongrie, un pays qui s'est illustré dès le départ avec cette pandémie. Une législation d'urgence est en vigueur depuis mars 2020, donc depuis plus d'un an. Elle a changé de nom, mais pas de portée, et elle continue à criminaliser la diffusion de fausses informations sur le coronavirus et à bloquer l'accès à l'information. Les journalistes et leurs sources souffrent d'une part de l'effet d'autocensure, puisqu'ils ne peuvent plus enquêter, en tout cas ils craignent des intimidations et des répressions, et d'autre part de l'interdiction de réaliser des reportages dans les hôpitaux. Lorsqu'une trentaine de rédactions ont demandé la levée de cet embargo informationnel dans une lettre ouverte en mars 2021, donc il y a un mois, ils se sont heurtés au refus du gouvernement qui a accusé les médias indépendants de diffuser de la désinformation, un délit qui est donc punissable de sanctions pénales. On le voit aussi plus à l'est, en Asie centrale, les symptômes les plus visibles du mensonge d'État ont été observés au Turkménistan. Donc ça, c'est le trio de fin de notre classement, 178e, il a gagné une place. C'est le seul pays au monde avec la Corée du Nord qui nie encore l'apparition du coronavirus sur son territoire, même si son président a lui-même popularisé le recours à la réglisse ou à une plante traditionnelle pour se protéger contre une étonnante vague de pneumonie. Donc, dans cet État d'Asie centrale, dans le peloton de queue du classement, il n'y a pas de vaccin contre la désinformation diffusée par le régime. Cette censure, sans réserve de certains gouvernements, elle s'est aussi accompagnée d'une volonté de contrôler l'information dans tous les pays de la zone et à divers degrés. On l'a vu en Russie, qui est classée 150e avec un recul d'une place. Les médias indépendants ont lutté pendant de longs mois, malgré d'intenses pressions, contre les allégations et les chiffres erronés des autorités, afin de dépeindre la réalité de la pandémie de Covid-19. Moscou a finalement reconnu fin décembre un bilan des décès dus au coronavirus 3 fois supérieur au décompte officiel. Et suivant le modèle russe, d'autres gouvernements ont prétexté de la lutte contre la désinformation sur la Covid-19 pour limiter encore la liberté de la presse. Le Tadjikistan, 162e, considère que toute information considérée comme fausse ou inexacte sur des maladies infectieuses graves dans les médias ou sur les réseaux sociaux peut coûter à ses auteurs une amende jusqu'à 2 fois son salaire minimum ou une peine de prison. Même constat dans la zone Asie-Pacifique, à la faveur de la pandémie de Covid-19, les régimes autoritaires de la région ont parfait leurs appareils de contrôle totalitaire de l'information et ont pris prétexte de cette crise sanitaire pour imposer des législations particulièrement liberticides. Et dans les pays les plus autoritaires du Moyen-Orient, la pandémie a elle aussi été l'occasion de poursuivre, voire même de renforcer des pratiques déjà existantes de musellement de la presse. En Arabie Saoudite, 170e, en Égypte, 166e, on l'a vu, ou en Syrie, 173e. Ces 3 pays bénéficiaient déjà d'un contrôle quasi total des médias par le biais de lois très restrictives vis-à-vis de la liberté de la presse et d'organes de régulation. À la faveur de la pandémie, ces pays ont réaffirmé leur monopole de l'information avec des chiffres camouflés et des médias condamnés à relayer les communiqués officiels. Idem en Afrique, la réponse des gouvernements africains face à ces enjeux n'a pas offert plus de garanties. Les nouveaux textes adoptés à grande vitesse ces dernières années, sous couvert de lutte contre les infodémies, représentent des armes qui peuvent être utilisées pour réduire les journalistes au silence en temps de pandémie. En Tanzanie, c'est assez intéressant de regarder le cas du blackout de l'information sur l'épidémie.
on ne sait pas si John Magufuli est mort, le président, des suites du coronavirus, comme une partie de la presse en Afrique de l'Est le suspecte. Il est décédé subitement en mars 2021 et le président tanzanien a peut-être payé au prix fort son déni de réalité, lui qui affirmait tantôt que ce virus était un complot des Occidentaux ou tantôt que son pays l'avait chassé par la prière. Donc une véritable atteinte à la liberté de la presse dans ce pays, en tout cas qui a eu des conséquences sur le leader de ce pays lui-même, puisqu'on ignore toujours en fait quelles sont les causes exactes. En tout cas, elles n'ont pas été données. Donc ces nouveaux textes ont interdit la publication d'informations relatives à une maladie mortelle et ont vraiment eu un impact sur les journalistes et la désinformation de manière générale. Et j'ai envie d'ajouter une question par rapport à la Chine, puisqu'on a vu, ça a été médiatisé, le reporter envoyé spécial de la BBC a dû quitter Pékin pour s'installer à Taïwan suite aux nombreuses pressions du gouvernement chinois l'empêchant d'exercer librement son travail. Euh, Quel est le classement de la Chine dans votre rapport? Et voilà, si vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot. Alors, la Chine est 177e, donc elle est juste avant le dernier, le trio de fin du classement. Et effectivement, elle s'est illustrée en fait dès le départ, puisque la crise de la Covid-19 s'était révélée à cet endroit par de la désinformation et surtout par des arrestations et des entraves sur les journalistes. On a vu que on a étudié à Reporters sans frontières en lançant notre observatoire 19 il y a un an pour étudier justement les atteintes à la liberté de la presse liées à la pandémie, que la Chine s'illustrait avec des interdictions de parler des avocats ou médecins qui travaillaient sur ce sujet, des répressions contre les lanceurs d'alerte et bien sûr une désinformation rampante qui a eu un impact très grave puisqu'elle a retardé l'information sur la pandémie. Et qu'en est-il du classement concernant la France? Je pense notamment au cas de la journaliste Morgane Large qui mène une série d'investigations en Bretagne et qui a subi des pressions de la part du lobby agroalimentaire. Oui, on a vu récemment 2 journalistes, dont Morgane Large, en fait, subir des pressions diverses et des menaces. D'ailleurs, Reporters sans frontières a demandé une protection policière et accompagné Morgane Large dans sa plainte contre X suite aux menaces qu'elle a reçues, des menaces extrêmement graves qui mettent en danger son intégrité physique. Donc 2 journalistes qui ont été intimidés pour avoir révélé en fait des études sur le lobby agricole en Bretagne, l'agro-industrie à grande échelle en Bretagne, qui n'a pas plu forcément à tout le monde sur place. L'une d'elles, Inès Léraud, a été poursuivie en diffamation avant que l'industriel Jean Chéritel retire sa plainte au mois de janvier. Et Morgane a reçu, elle également, des pressions diverses et des sabotages de son domicile, de la radio où elle exerce. Et ces derniers événements, des coups de fil anonymes de façon régulière, donc un certain nombre de pressions qui sont inquiétantes et qui mettent ces 2 journalistes en difficulté. Et qu'en est-il du classement général de la France par rapport aux autres États? La situation en Europe se dégrade de manière générale à la faveur de la crise de la pandémie cette année. La France reste 34e, une place donc qu'elle occupait l'an dernier, parce que tous les pays d'Europe aujourd'hui connaissent des difficultés. On a vu que l'Allemagne reculait, on a vu que la Grèce reculait, on a vu que la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie continuaient de reculer. En France, qui a connu de nombreux problèmes, les principales difficultés ont été celles des couvertures des manifestations qui sont devenues vraiment un exercice compliqué aujourd'hui pour les reporters qui sont confrontés à de nombreux cas de violences policières. On a vu plusieurs journalistes blessés par des tirs de LBD, les lanceurs de balles de défense ou de grenades lacrymogènes ou par des coups de matraque. D'autres qui ont été la cible d'interpellations arbitraires ou ont vu leur matériel de reportage saisi. Une partie de ces incidents ont notamment eu lieu lors des rassemblements contre la proposition de loi relative à la sécurité globale qui vient d'être
être votées à l'Assemblée nationale. Donc, et les journalistes d'investigation ne sont pas plus à l'abri de ces pressions. Au cours de l'année 2020, on a vu 2 d'entre eux être convoqués par la police des polices, l'IGPN, tandis que l'année précédente, d'autres journalistes avaient été convoqués par les services de renseignement puisqu'ils enquêtaient sur des sujets sensibles comme la vente d'armes de la France par la France à l'Arabie Saoudite ou encore l'affaire Benalla et ses protagonistes. Donc des pressions diverses et variées. L'indépendance éditoriale des médias est aussi un point sensible aujourd'hui du fait de la concentration verticale des médias, autrement dit de leur intégration à des groupes ayant des intérêts autres que le secteur des médias. Le climat général demeure assez hostile aux journalistes avec un cyberharcèlement qu'on a relevé également dans le pays. Et enfin, dernière question, vous avez sorti un rapport sur la situation des femmes journalistes et des conséquences du cyberharcèlement dont elles sont victimes. À la lumière du Covid, est-ce que cela s'est accentué? On a vu qu'il y avait un certain nombre de rapports qui illustraient l'impact du Covid sur les droits des femmes qui étaient d'autant plus restreints dans cette période de pandémie. Alors, en effet, Reporters sans frontières a publié un rapport récent sur la question des femmes journalistes qui montre que les violences s'exercent un peu partout, à commencer par Internet et les réseaux sociaux. On le sait depuis plusieurs années, nous avions déjà publié un rapport sur le droit des femmes où cette question était déjà très présente. Les agressions sur le web, elles sont presque aussi diverses que nombreuses aujourd'hui. On a recensé 2 formes de cambriolage virtuel, comme le piratage des comptes et des boîtes mail et la divulgation d'informations personnelles. Autre type d'agression courante à l'égard des femmes, l'envoi de menaces et le trolling qui consiste à parasiter la présence digitale de la journaliste avec des messages volontairement nuisibles sous chacune de ces interventions, ce qui est donc extrêmement intimidant pour les collègues également. Le harcèlement, il peut être aussi orchestré sous la forme de raids. Des internautes, souvent anonymes, se mettent à plusieurs pour attaquer une même personne. Or, ces harceleurs peuvent s'activer de façon spontanée, s'entraînant les uns les autres, sans concertation préalable, et ça fait un effet boule de neige qui est extrêmement préoccupant parce que très dissuasif lui aussi. En revanche, ce qui apparaît dans notre dernier classement, c'est que la crise sanitaire n'a pas amplifié les attaques contre les femmes journalistes sur les réseaux sociaux. On va dire qu'elle a eu un impact sur les femmes journalistes plutôt au niveau économique. On le voit en Afghanistan, l'épidémie de Covid-19 est venue aggraver les discriminations existantes. Selon la directrice d'un des centres de journalisme à Kaboul, les femmes sont les premières victimes de la baisse des ventes et des revenus publicitaires provoqués par la crise sanitaire. Les médias ont d'abord licencié les femmes, 20% d'entre elles ont perdu leur travail en Afghanistan et on sait que cela aura aussi des conséquences pour les femmes à travers le monde, pas seulement en Afghanistan. Eh bien, merci beaucoup, Paulina Desmével, pour cet éclairage. Vous pouvez retrouver l'intégralité des données du rapport sur le site de Reporters sans frontières. Merci. Merci. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.